Bien. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence pour aborder le délicat problème du financement. Beaucoup de nos détracteurs de revenus de base agitent souvent le montant surélevé d'un revenu de base. Ils nous disent par exemple qu'un revenu de base à 1 000 euros pour 68 millions d'habitants, ça coûterait plus de 816 milliards d'euros. C'est beaucoup plus que le montant des dépenses de la sécurité sociale qui est de l'ordre de 666 milliards d'euros. Donc ils nous disent, entre sécurité sociale et revenu de base, il faudrait choisir. Et si nous choisissons le revenu de base, il faudrait, comme aux États-Unis, se payer une assurance retraite privatisée, une assurance maladie privatisée. Ce calcul simple et un peu simpliste, est un peu simpliste. Et en effet, ce simple calcul, chacun de nous dispose de beaucoup de ressources. Certes, ces ressources sont inégalement partagées, elles sont inégalement exploitées, mais nous pouvons tous, à notre niveau, à la fois être des contributeurs et des allocataires de ce revenu de base. De plus, ce revenu de base, et on l'a vu tout à l'heure, est émancipateur, il est sécurisant, donc il va permettre de faire des économies dans le domaine des aides sociales, du contrôle de ces aides sociales, et il va apporter, on l'a vu avec Virginie, beaucoup de richesses supplémentaires. Donc nous allons voir avec 4 propositions comment on actionne un ou plusieurs de ces leviers pour financer un revenu de base tout en contribuant au renforcement de la protection sociale et des droits des travailleurs. Pour nous, en fait, c'est revenu de base et sécurité sociale et non pas revenu de base ou sécurité sociale. Je vais passer la parole à Patrick Collin-Verdière, qui est ingénieur agronome et qui forme et accompagne depuis 30 ans des porteurs de projets en agroécologie. Il a beaucoup travaillé sur le revenu de base dans les années 2014 et 2016, dans le cadre de Nouvelle Donne, et il a aussi donc articulé revenu de base et réduction du temps de travail. Je passe la parole pour 10 minutes à Patrick. Oui, merci. Comme ça vient d'être dit, je travaille. Alors, j'habite dans l'Isère, entre Lyon et Grenoble, et donc depuis presque 30 ans maintenant, mon boulot, c'est de faire de la formation professionnelle dans l'agriculture et d'accompagner des gens en reconversion professionnelle qui veulent devenir agriculteurs. C'est important parce que le lien avec ce que je vais vous dire, c'est que vous savez que les agriculteurs sont une population en difficulté, qui travaille beaucoup, qui gagne peu d'argent. Et à l'époque, quand j'ai commencé ces réflexions, je suis entré, moi, dans le revenu de base par la problématique de la réduction du temps d'emploi, plus que la réduction du temps de travail, je ne reviens pas sur la différence qu'on fait. Et je cherchais une solution qui puisse permettre de réduire le temps d'emploi pour tout le monde, y compris pour les non-salariés, typiquement les agriculteurs. Et à ce moment-là, le revenu de base m'a paru être un bon outil pour aider à faire la réduction générale du temps d'emploi, y compris pour les salariés, mais aussi pour les non-salariés. Et du coup, après, effectivement, je me suis projeté, je me suis retrouvé embarqué dans l'aventure de Nouvelle Donne, que certains connaissent peut-être, et donc était là un parti politique et qui mettait la réduction du temps d'emploi en premier item de son programme politique. Et du coup, on s'est posé la question avec le conseil programmatique que j'ai animé pendant 2 ans de comment tout ça on pourrait mettre tout ça en musique en faisant à la fois la réduction du temps d'emploi, c'est-à-dire 32 heures, pour faire simple, 32 heures pour tous. Moi, personnellement, j'ai été plutôt pour aller directement à 28 heures, mais on a fait les calculs sur 32 heures. Et donc, semaine des 4 jours, 32 heures, et avec un revenu de base en accompagnement. Donc ça, c'était l'idée. Et du coup, comme c'était aussi un programme politique, on a voulu vraiment essayer d'aller au bout de la réflexion pour voir si c'était possible. Alors moi, c'était important pour moi, je m'étais dit, jamais je proposerais ça à la population si je n'ai pas vérifié que ça doit pouvoir marcher, quoi. Je voulais quand même avoir la vision globale de tout ce que ça pouvait impliquer, quoi. Du coup, à partir de là, on a posé des hypothèses. Alors du coup, je vais vous reprendre comment on fait pour réfléchir si on veut mettre un revenu de base. La première question qu'on va se poser, c'est quel montant ?
C'est une question qui est importante parce que ça détermine pas mal de choses. Chez nous, je pense que la diapo va arriver quand Henri aura fait de courir derrière là. On a fixé un montant. Alors ça, c'était le choix du groupe, le groupe qui a piloté ça. On a mis un montant qui était à l'époque de 600 euros. Alors pourquoi 600 euros? Ça correspondait à l'époque à peu près à un demi-SMIC. Et je vais garder cette idée de plutôt demi-SMIC que 600 euros. Ça veut dire que si on refaisait les calculs au jour d'aujourd'hui, on serait probablement autour de plutôt 750 euros que 600 euros. À l'époque, c'était 600 euros. Ça pour qui? Pour toute personne de 18 à 64 ans. Et puis, on s'est posé la question de est-ce qu'on en donne aux enfants ou pas aux enfants? Et donc, nous, on a fait le choix de dire 200 euros par mois pour les enfants jusqu'à 13 ans et 400 euros par mois de 13 à 18 ans. Et puis, pour les seniors, du coup, les seniors, on avait mis 1200 euros. 1200 euros correspondant à l'époque au SMIC. Donc, il y avait une certaine logique à ces montants-là. Donc, ça, c'était le montant. Une fois qu'on a fixé le montant, on se dit comment ça va s'insérer, comme Guy le disait, dans la prestation sociale existante. Assez logiquement, on se dit si on donne un revenu de base pour les enfants, ça peut remplacer tout le mécanisme des allocations familiales, des aides aux parents, etc. Les 600 euros par mois, à l'époque, étaient légitimes à dire ça va remplacer le RSA. Le RSA était à l'époque moins que les 600 euros par mois et en plus, il était beaucoup conditionné, etc. Et les 1200 euros pour les seniors ont vocation dans notre système à remplacer ce qu'on appelle la retraite de base, la retraite dite de la sécurité sociale. Et donc, en gros, ça revenait à dire qu'on oubliait le système de retraite actuel et on disait tout le monde avait le droit à 1200 euros. Quoi qu'il ait fait pendant sa carrière. Est-ce qu'il a eu beaucoup d'emplois, pas beaucoup d'emplois? Est-ce qu'il a cotisé, pas cotisé? On s'en fout. On dit c'est 1200 euros à partir. Alors nous, on avait fixé 65 ans, donc ça fera écho avec la réforme des 64 ans. À partir de là, on était un peu en avance sur la dernière réforme. On avait dit à partir de 65 ans, 1200 euros garantis, mais quoi qu'on ait fait dans la vie. Donc ça, c'est ce qu'on peut supprimer. Après, à côté de ça, c'est qu'est-ce qu'il faut garder comme prestation sociale complémentaire au revenu de base. Parce que comme l'a dit Guy, nous, on n'était pas dans l'idée de dire on va vous donner un revenu de base et avec ça, vous vous débrouillez. Et il y a trois choses qui nous semblent importantes. Alors, c'est l'assurance maladie, bien sûr, parce que et l'assurance maladie, il faut la garder. Non seulement il faut la garder, mais si vous envisagez de mettre un revenu de base, vous êtes obligé de l'universaliser. Pourquoi vous êtes obligé de l'universaliser? Parce que si vous mettez un revenu de base, vous acceptez l'idée que certaines personnes puissent vivre pendant un temps qui leur est propre, sans activité, etc. Et la question se pose à ce moment-là, est-ce que ces gens gardent un droit à l'assurance maladie, puisque aujourd'hui, vous savez que l'assurance maladie, vous avez des droits que parce que vous êtes salarié ou c'est votre conjoint qui est salarié, etc. Donc, si on veut supprimer tout ça, il faut universaliser l'assurance maladie. Du coup, on garde une assurance maladie. Par contre, on se dit, on n'en garde qu'une. On va garder un seul régime d'assurance maladie. Donc, on va faire aussi une simplification administrative au niveau de l'assurance maladie. Donc, assurance maladie universelle et avec un régime unique pour tous. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y a plus la MSA, à l'époque il y avait encore le RSI, etc. Nous on disait hop, tout le monde a la sécurité sociale, basta, et ça roule comme ça. Deuxième chose qu'on garde, c'est le Pôle emploi. Alors à l'époque ça s'appelait Pôle emploi, j'ai pas changé le nom, parce qu'on n'était quand même pas naïf au point de penser que même passer à la semaine des 4 jours, ça allait redonner de l'emploi à tout le monde. Il y aurait toujours des gens qui seraient temporairement ou plus ou moins longtemps en recherche d'emploi et on avait besoin de les accompagner parce que les 600 euros, vous avez compris qu'on ne considère pas ça suffisant pour vivre seul sans appui. Et par contre, on voulait renforcer le volet formation du Pôle emploi, c'est-à-dire avoir plus de budget pour pouvoir former les gens qui sont demandeurs d'emploi. Et la troisième chose, c'est l'ARCO. Alors l'ARCO, c'est en gros la retraite complémentaire. Vous savez qu'il y a aujourd'hui deux volets de la retraite, la retraite de base dont j'ai parlé et la retraite complémentaire. Donc nous, on a dit 1200 euros, ça va remplacer la retraite de base, mais on était d'accord pour garder un
un système de retraite complémentaire par points qui aurait pu ne pas être très différent de ce qu'il est au jour d'aujourd'hui pour compléter la retraite pour ceux qui pensent que c'est bien de compléter la retraite. Donc voilà, ça c'était le dispositif. Après le financement, il faut reconnaître qu'on était resté assez classique dans la première partie du financement, peut-être parce qu'on avait peur de tout changer d'un seul coup, d'un seul. Et donc on s'est dit, alors déjà on va garder le SMIC. Ça nous paraît important parce que nous on mettait un revenu de base de 600 € et on s'est dit il faut surtout pas supprimer le SMIC parce qu'il faudrait pas que les employeurs disent aux salariés vous avez déjà vos 600 € donc on peut vous saquer un peu sur le truc. Donc et là dans ce modèle-là il faut garder le SMIC. Il faut garder le SMIC. Et puis après, donc le financement, on avait fait tout un travail sur les cotisations sociales. Donc on était resté, quand je vous dis, on était resté assez classique. On avait essayé de voir si on pouvait financer au moins toute la protection sociale par les cotisations sociales. Donc on avait fait ça avec l'idée quand même que pour l'employeur, les 32 heures, nous notre deal pour les employeurs, c'était 32 heures payées 32. Il ne fallait pas que pour l'employeur la réduction du temps d'emploi coûte plus cher. Donc il y a eu tout un travail sur les taux de cotisation sociale à faire avec ça. Et puis, donc ça faisait une partie du boulot pour financer la protection sociale. Et le complément, c'était sans grande surprise. Hein, je vous dis, on était resté assez classique. Hein, mes collègues apporteront des idées un peu plus neuves en termes de fiscalité. Un impôt sur le revenu, on va dire universel et progressif, et une taxe sur l'actif net. C'était nos deux leviers fiscaux principaux qui avaient été regardés. La taxe sur, alors l'impôt sur le revenu, vous voyez à peu près ce que c'est. Donc il ne changeait pas fondamentalement. C'était juste les taux qui avaient été calculés. On avait recalculé des tranches d'imposition pour faire simple, qu'avec le revenu de base plus quelqu'un qui aurait travaillé au SMIC à mi-temps, c'est ça qui nous avait servi de boussole. Il est plus d'argent tout en ayant travaillé 32 heures que ce qu'il avait à 35 heures. Je ne sais pas si c'est clair ça, mais on pourra revenir, c'était ça l'idée. Et puis, et par contre, ceux qui avaient les gros revenus, à la fin, eux, ils auraient travaillé 32 heures, ils auraient été payés peut-être moins que ce qu'ils avaient eu s'ils étaient restés à 35 heures. Parce qu'on prélevait quand même un peu plus sur ça, quoi. Et le dernier outil fiscal, c'était la taxe sur l'actif net. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là. C'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. Alors ça n'a pas été mis en place, mais ça s'est théorisé depuis assez longtemps. En gros, l'actif net, c'est ce que vous détenez comme patrimoine. Alors je dis vous, c'est tout le monde, hein, tous les citoyens. C'est la taxe sur l'actif net des particuliers. On prend votre actif, on déduit ce que vous devez rembourser éventuellement à la banque si vous avez fait des prêts pour avoir ce capital. Et sur la valeur résiduelle, on impose. Alors c'est des petits taux d'imposition. Alors vous voyez, non, je les ai pas mis là. On est plutôt sur des taux de 0,5, voire 1%, voire 2-3% quand on commence à monter fortement en capital. Et donc ça, c'était très inspiré des travaux de Thomas Piketty, hein, qui ont déjà été évoqués là dans cette salle. Et voilà le modèle qu'on avait. Tu peux passer. Voilà. Oui, c'est bon, il reste ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça donne en résultat ? Ça donne, alors, Guy disait 800 milliards d'euros, c'est ça ? Milliards d'euros. Donc, nous, la version avec les chiffres de la population en 2016, ça faisait 506 milliards. On avait besoin de 506 milliards pour arriver à donner, parce que je vous ai dit, 600 €, 1200, plus les enfants, etc. Donc 506 milliards, où est-ce qu'on les trouve ? À l'époque, c'était moins que la protection sociale. Hein. La protection sociale, ça devait être 750 milliards. Donc nous, c'était un peu moins. Et du coup, vous voyez, il y a trois barres qui correspondent à du remplacement, de l'optimisation et des évolutions de fiscalité. En fait, le remplacement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jour où vous mettez votre revenu de base, par exemple, vous dites on va donner 1200 € à tous les gens qui sont à plus de 65 ans. Il se trouve que ces gens-là, probablement, ils ont déjà une retraite.
ils ont une retraite. Alors il y en a peut-être pour qui la retraite est moins que les 1200. Dans ce cas-là, on leur dit, ben, vous passez à 1200, mais avant vous aviez 800, vous passez à 1200. Et puis il y en a qui avaient plus que les 1200, et du coup pour eux ça va rien changer. Concrètement, ça va rien changer. Mais ça veut dire qu'il faut intégrer dans le budget l'argent qu'on leur donnait déjà, enfin tout l'argent qui était déjà dépensé pour payer les retraites. On va pas le payer deux fois, vous voyez, on va pas de ça. Et ça, on peut l'appliquer sur un certain nombre de choses. Et vous voyez que sur les 506 milliards, finalement, il y en a 281 qui sont déjà là, qui sont déjà distribués dans la protection sociale existante, et donc qu'on n'a pas besoin de chercher ailleurs que ça, puisque ça vient se remplacer. Après, la deuxième petite barre, c'est de l'optimisation. Et là, typiquement, l'optimisation, je vais juste prendre un exemple. Je vous ai dit, on garderait qu'un seul régime de sécurité sociale au lieu d'en avoir 2 ou 3. Ça fait potentiellement, nous semble-t-il, des économies de fonctionnement sur le régime de sécurité sociale, etc. D'ailleurs, ça pose peut-être la question de qu'est-ce qu'on fait des salariés de la MSA une fois qu'on a fermé la MSA et qu'on a inscrit tout le monde à la Sécu, mais on pourra en reparler. Ça fait partie de la réflexion sur la réduction du temps d'emploi. Et la dernière barre, c'est ce qui est en dessous de zéro, c'était des cotisations sociales. Dans notre modèle, on prélevait moins de cotisations sociales sur l'emploi auprès des entreprises, et par contre, on prélevait quand même beaucoup plus d'impôts sur le revenu et d'impôts sur le patrimoine. Et avec ça, vous voyez, 280-97, en fait, on arrivait sans trop de difficultés à boucler le budget de notre petit truc là. Mais qui plus est, je peux vous le dire, parce que j'ai passé quand même beaucoup de week-ends à travailler là-dessus pendant 2 ans, moi je suis arrivé à la conclusion que si on voulait ramener les budgets de la France à l'équilibre, vous savez, c'est des débats qu'on entend, des choses qu'on entend en ce moment, et moi je suis arrivé à la conclusion que le revenu de base, mais pourvu qu'on le mette dans un ensemble cohérent avec une réforme fiscale qui va bien, etc., on pourrait largement ramener le budget de l'État à l'équilibre tout en améliorant significativement notre système de protection sociale globale. Voilà. Merci Patrick. Bon. Donc, on a vu que par la présentation de Patrick, non seulement le revenu universel était simple dans sa conception, mais qu'il permettait aussi d'universaliser, de simplifier l'ensemble de notre protection sociale. Je vais passer la parole à Jean-Noël Marceau, qui est un militant du mouvement français pour le revenu de base, qui, depuis l'échec politique de 68, pense que seule une approche socio-fiscale, s'appuyant sur une redistribution de la propriété et par un développement des communs, permettrait de changer la vie en société. Il est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Une caisse commune pour une allocation universelle ». Voilà. Alors, qui est disponible là-bas. En fait, je prends la suite un peu de l'introduction ce matin de Guillaume Matelier. De Guillaume Matelier, ça marche là ? Oui, ça marche bien. Pour donner quelques idées de financement un peu différentes de ce qu'on entend actuellement, mais qui me semblent tout à fait pertinentes si on veut que l'ensemble de la population se sente non seulement intéressée, mais favorisée par l'existence de ce revenu de base. Le revenu universel, le revenu de base, c'est un droit. C'est le droit pour chacun de vivre sans entrave à sa liberté. Donc sans l'obligation d'un travail pour autrui, pour pouvoir survivre. C'est une garantie de ressources issue des acquis de la civilisation, des avancées des sciences et des techniques, qui aujourd'hui sont accaparées par une toute petite partie de la population, les possesseurs des moyens des entreprises. Et ce dividende doit être rendu à tous. C'est un bien de l'humanité, c'est un bien qui nous appartient, c'est une richesse qui a été créée tout au long des siècles, qui aujourd'hui doit être redistribuée à tout le monde parce qu'on y a tous droit. Ça doit être rendu, c'est donc un dividende du progrès. Et pour concrétiser et faire valoir ce droit, le revenu de base qui nous appartient doit être collecté dans une caisse commune, dans un bien commun. C'est notre bien commun, les biens acquis par la civilisation. Et donc ce n'est pas une assurance, ce n'est pas non plus une mutuelle, ce n'est pas une nouvelle administration publique
qui octroierait comme ça quelque chose pour aider les pauvres, pour aider la population. C'est une caisse commune qui est à nous, qui appartient à toute la population, qui doit être indépendante du budget de l'État et qui doit être gérée directement par tous les cotisants et tous les contributeurs. Et c'est la différence, comme c'était le cas au démarrage de la sécurité sociale dans les années 1945-1946, où la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale étaient directement gérées par les travailleurs. À l'époque, c'était les travailleurs salariés, puis ensuite, bon, l'évolution de la civilisation en France, en tout cas, et en Europe, fait qu'on a laissé tomber un peu cette idée. Mais l'idée au départ, c'était de pouvoir donner à tout le monde une sécurité sociale. Une sécurité sociale avec des caisses indépendantes de l'État. Une sécurité sociale pour la santé, sécurité sociale pour le chômage, sécurité sociale pour les différents accidents de la vie. Voilà, donc je tiens beaucoup à cette idée d'indépendance par rapport au budget de l'État. C'est même la seule façon que chacun se l'approprie et que chacun la défende, comme aujourd'hui les gens sont prêts à se battre pour garder la sécurité sociale. Pour que ce soit autonome par rapport à l'État, il faut que la nécessité pour cette caisse d'avoir des ressources propres. Et ces ressources propres, à mon avis, doivent être indépendantes du travail. Et donc indépendantes des revenus du travail. Et donc par conséquent, indépendantes de l'impôt sur le revenu. Parce qu'aujourd'hui, l'impôt sur le revenu correspond essentiellement à plus de 70% à un impôt sur les revenus du travail. C'est votre salaire qui est imposé. D'ailleurs, vous le voyez maintenant aujourd'hui sur votre feuille de paye où il est indiqué prélèvement, prélèvement, prélèvement. Et puis à la fin, vous avez impôts. Et ces impôts sont retirés directement de vos revenus du travail. Et donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste une imposition sur le capital et il reste l'imposition possible sur la consommation. L'imposition sur le capital, c'est la contribution sur l'actif net, dont tu as parlé tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle la CAN, l'imposition sur le travail, sur le capital, après déduction des dettes. Alors effectivement, il faudrait supprimer, pour éviter une double imposition, supprimer l'imposition aujourd'hui qui existe, qui est la taxe, pratiquement la seule imposition sur le capital, qui est la taxe sur la propriété. Je ne sais pas comment le terme, c'est l'impôt foncier, voilà, c'est l'impôt foncier. Voilà, donc après suppression de l'impôt foncier, on reprend, je parle trop fort là, je ne sais pas. Donc c'est en fait l'ancienne ISF que l'on transforme et qu'on revigore afin que ce soit une taxation progressive sur le capital. Et la deuxième possibilité, en dehors de l'imposition sur le travail, c'est une imposition sur la consommation. On peut parler de cotisation sur la consommation, cotisation sur la valeur ajoutée. C'est la TVA qui devient 100% TVA sociale. Pour que cette caisse soit défendue par tout le monde, il faut que tout le monde y gagne. Sinon, on aura du mal à défendre cette idée qui est une idée qui, normalement, devrait rassembler 90-95% de la population, puisque tout le monde a quelque chose à y gagner. Alors, on va entrer dans les détails parce qu'on est là pour parler du financement de ce revenu de base. Alors, on va parler d'abord de la contribution sur l'actif net. C'est l'ancienne ISF, mais l'ancienne ISF en le gardant complètement. Au départ, il avait été créé en disant c'est un impôt sur le capital, mais on va déduire les œuvres d'art, on va déduire toutes sortes de choses. Ça a été ensuite réduit par la non-imposition de l'outil de travail. Alors ce qu'on appelle outil de travail, ce n'est pas un marteau, une scie. C'est tout simplement la possession d'actions d'entreprise. Et à partir du moment où on supprime l'outil de travail, on perd pratiquement tout ce que peut rapporter cet impôt sur le capital. Il faut savoir que le capital en France est évalué à 14 000 milliards d'euros. 14 000 milliards d'euros, c'est le capital possédé par les personnes individuelles, privées. Le total serait supérieur à 18 000 milliards d'euros si on reprend les possessions qui appartiennent à la communauté, à l'État, etc. À partir du moment où on décide de créer un impôt progressif sur le capital, il faut être réaliste, de 0 à 100 000 euros. On estime qu'on n'a pas vraiment de capital, c'est quand même pratiquement la majorité de la population qui a entre 0
et 100 000 euros. Et entre 0 et 100 000 euros, le capital n'est pas imposé, il doit être simplement déclaré tous les ans. Mais tout simplement, ça n'impose rien. À partir de 100 000 euros, on peut estimer que l'impôt sur le capital, qui profite à une petite partie de la population, doit être taxé. Et je parle d'impôts individuels. Par exemple, dans un couple qui possède une petite maison qui coûte 200 000 euros, qui appartient à monsieur et madame parce qu'ils sont en communauté de biens, chacun déclare la moitié de cette possession. Et alors, à partir du moment où on dépasse les 100 000 euros, l'imposition serait de 1%. Et puis, à chaque fois que le capital est multiplié par 10, et à chaque fois que ça marche mieux comme ça, et à partir du moment où le capital est multiplié par 10, on augmente d'1% ce capital. Et donc, cet impôt sur le capital, cette contribution sur l'actif net, après avoir déduit évidemment toutes les dettes. Et donc, on a de 1% de 100 000 euros à 1 million d'euros, 2% de 1 million d'euros à 10 millions d'euros. Et là, on est déjà à 95% de la population. 3% de 10 millions d'euros à 100 millions d'euros, 4% de 100 millions à 1 milliard et 5% au-delà du milliard. Ne pensez pas que ce sont des chiffres comme ça, inventés comme ça. En France, il y a plus de 60 milliardaires aujourd'hui qui existent. Le nombre de milliardaires, d'ailleurs, augmente pratiquement tous les ans depuis 2017. Ça a commencé déjà sous Hollande. On n'a pas attendu d'avoir Macron comme président de la République pour augmenter le nombre de milliardaires en France. Il reste 2 minutes et donc je vais aller beaucoup plus vite. La cotisation sur la valeur ajoutée, ça c'est l'impôt qui est payé par tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la TVA qui impose tous vos achats, toutes les prestations de services. Cette TVA rapporte à l'État aujourd'hui 200 milliards d'euros par an. Mais ces 200 milliards d'euros par an correspondent à la TVA de façon globale. Ce n'est pas les 20% de TVA qui sont imposés, c'est 9,1% en réalité parce qu'il existe un certain nombre de taux réduits pour un certain nombre de prestations et pour certains achats. Quand vous allez, par exemple, prendre un café quelque part, la TVA est de 10% et pas de 20%. Avec un taux de 20%, la TVA rapporterait 400 milliards d'euros à mettre dans cette caisse commune. Et donc l'ensemble, on va donner quelques chiffres, 300 milliards d'euros de cotisation sur l'actif net, la contribution sur l'actif net à partir du capital réel privé en France rapporterait entre 300 et 320 milliards d'euros. La TVA, la cotisation sur la valeur ajoutée, rapporterait aussi de quelque chose du même ordre. Et donc l'ensemble de la caisse de la caisse du revenu universel, de la caisse du revenu de base, serait de l'ordre de 680 à 720 milliards d'euros. À partir du moment où on a ces 720 milliards d'euros, une répartition parmi les 50 millions de personnes au-dessus de 18 ans, parmi les personnes qui payent des impôts, parmi les personnes qui consomment, ça permettrait de donner un revenu de base un peu supérieur à 1 000 euros par mois, sachant qu'il faut gérer cette caisse et donc il y a toujours un petit pourcentage de frais de gestion. Donc 1 000 euros par mois par adulte. On sait que le revenu de base, c'est de la naissance à la mort, mais il existe déjà aujourd'hui pour les mineurs des allocations familiales, qui pourraient être payées par la CSG. Il y a une cotisation aussi sur les revenus, mais la CSG permettrait de payer des allocations familiales dès le premier enfant à un taux de l'ordre de 300-400 euros par mois à modifier, à moduler en fonction de l'âge de l'enfant. Alors, je termine en disant, si l'État perd ces 200 milliards par an de TVA, par quoi les remplacer ? Eh bien déjà, les remplacer par le fric de dingue, comme dit Macron, d'aide sociale, ce qui correspond à 50 à 60 milliards par an. C'est les remplacer aussi par toutes les aides qui sont données aux entreprises et sans aucune condition. Aujourd'hui, ces aides sont considérées comme valant entre 100 et 150 milliards d'euros. On pourrait dire que c'est la béquille du capital. Le capital, sans ces aides-là, normalement, devrait pouvoir survivre. On n'a pas besoin de donner en permanence de l'argent public pour aider des entreprises privées. Et enfin, la suppression de la familiarisation de l'impôt sur le revenu.
l'impôt sur le revenu doit donner l'indépendance à chacun. Chacun doit payer l'impôt sur le revenu en fonction de ses revenus. Et dans un couple, si des gens ont des revenus très différents les uns des autres, et bien chacun paye en fonction de ses revenus. Et il n'y a plus ce mélange qui est fait et qui fait perdre à l'État une somme folle. Voilà, pour terminer, parce que je crois que je vais terminer juste mon temps, c'est quelque chose de tout à fait possible sans toucher à l'impôt sur le revenu. Voilà, mais si vous avez des questions ou si vous voulez compléter, effectivement, comme le disait Guy, j'ai fait un petit bouquin là-dessus, facile à lire, de quelques pages, mais qui résume bien tout ce que je viens de dire. Merci. Merci Jean-Noël. Bon, donc on a vu avec Jean-Noël une deuxième piste de financement qui est basée à la fois sur la consommation à travers la TVA et d'autre part sur le patrimoine. Voilà les deux pieds de ta proposition. Je vais passer maintenant la parole à Frédéric Brun, qui représente ici Yann Moulier-Boutang. Tous les deux sont des animateurs de la revue Multitude. Et Yann Moulier-Boutang n'est pas parmi nous parce qu'il est professeur des universités de sciences et économie de Compiègne, mais aussi de l'université de Shanghai. Et en ce moment, je crois qu'il est à Shanghai. Et simplement, je termine rapidement. Dans une économie, alors sa proposition, c'est donc la pollinisation, c'est-à-dire qu'il indique que dans une économie de pollinisation et de rôle croissant de la finance, les ressources de financement du revenu de base ou universel doivent être trouvées dans une taxe sur l'intégralité des transactions financières. Voilà. Donc je passe la parole à Frédéric, qui a 10 minutes. Écoutez, je ne suis pas un économiste spécialiste des finances, mais la revue Multitude s'intéresse depuis très longtemps à la question du revenu de base, du revenu universel, pour plusieurs raisons. La première, elle est héritière des théories de André Gortz sur le fait que le travail et le lien avec l'emploi est en train historiquement de disparaître et de se dégrader, que le plein emploi keynésien est largement enfoncé depuis très longtemps et qu'on travaille qu'un certain nombre d'heures par an. Et donc cette idée d'une société et d'une économie politique basée sur le travail et le revenu lié au travail, on la met en doute depuis un certain temps et on pense qu'elle n'est pas aujourd'hui la source de richesse réelle du capitalisme. De la même manière que le travail directement productif n'est plus la source réelle de la valeur ajoutée et de la plus-value des pays qui se développent le plus rapidement et le plus fortement aujourd'hui au sein du nouveau modèle capitaliste. Ce qui nous a amené, je fais un petit historique parce que la revue Multitude a travaillé très tôt avec les intermittents du spectacle pour légitimer, justifier leur mode de revenu. Travailler 500 heures, avoir énormément d'heures de liberté en échange de revenus permanents, ça nous semblait un modèle de revenu universel qui déjà pouvait tracer les lignes de ce que apportait cette pollinisation de la société. Évidemment, elle est plus visible dans la culture, mais quand on regarde la démonstration qui a eu lieu tout à l'heure avec Valérie, on se rend compte qu'une économie circulaire polarisée avec des externalités positives partout, c'est une richesse considérable, une valeur ajoutée considérable. Donc, en partant de cette idée, premièrement que le travail devenait quelque chose d'assez friable, qu'il était dissocié de l'emploi et qu'il fallait il y avait de nouvelles formes d'emploi qui apparaissaient. Il y avait une crise évidente qui ne pouvait que se développer, que c'était un peu un fantasme de penser qu'on allait revenir à des modes de travail qui produisaient la richesse comme avant. C'est un peu le fantasme de Trump, par exemple, aujourd'hui. C'est le fantasme de certaines réindustrialisations, le fantasme de certains souverainistes. On s'est dit qu'il fallait travailler, je parle à la place de Yann Moulier-Boutang, parce que c'est pas moi qui ai produit cette analyse, rassurez. Mais on s'est dit qu'il fallait travailler sur des pistes à plus long terme qui permettaient à la fois d'offrir à tout un chacun
qui arrive sur Terre la possibilité d'avoir ce revenu universel, ce revenu de base, comme dit Varoufakis, d'avoir sa part du capital social mondial qui va être celui de toute sa vie, et surtout d'avoir un niveau de revenu universel qui chasse très rapidement la pauvreté. Ce qui a été quand même pour le MFRB long, à mon avis, à accomplir comme chemin, puisqu'au début, je me souviens que le MFRB, avec qui on travaillait, trouvait des étapes intermédiaires avec des revenus de base à 450, à 750, 800. Aujourd'hui, je parle le dernier, donc je peux le dire, je suis vraiment enchanté parce qu'on a tous la même vision de la somme qu'il faut aller chercher. Elle est de l'ordre de 1 200 €. Elle correspond en France à l'équilibre entre les... et les 1400 et quelques du SMIC. C'est un peu ça qu'on va chercher. Alors, comment, selon Yann Moulier-Boutang, aller le chercher? D'abord, en prenant en compte que la richesse réelle aujourd'hui du capitalisme ne peut plus être mesurée par le PIB ou par les cotisations sociales, simplement. Aujourd'hui, quand on regarde la financiarisation de la société, ce qu'elle représente, les échanges de valeurs, la place du numérique, on se rend compte que par rapport au PIB mondial, les échanges, les produits financiers représentent 1300 fois plus que la réalité. En France, par exemple, on est de l'ordre de 3200 milliards de production avec le PIB. En réalité, on a 30 fois plus, 32 000 milliards d'échanges financiers. Et évidemment, le capitalisme sait capter. Il sait capter une large part de ces échanges. Donc l'idée de Yann Moulier-Boutang, c'est l'idée de la... Il prend l'analogie de la pollinisation, vous le savez, hein, on l'a mesuré dans l'agriculture, dans la production, etc. Les abeilles, le miel produit par les abeilles représente 1 milliard, mais le bénéfice de la pollinisation et du rôle des abeilles dans l'agriculture représente jusqu'à 1000 milliards, entre 500 et 1000 milliards. Donc il prend ce modèle pour dire qu'il y a une richesse non apparente qui correspond à un nouveau modèle économique qu'il nous faut analyser, où la plus-value n'est plus issue du travail productif, et il propose que une taxe sur les transactions financières élargie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la conception qu'on a de la taxe sur les transactions financières, c'est une taxe journalière. Tous les jours, on fait la comptabilité. Là, elle serait infrajournalière, c'est-à-dire elle correspondrait au rythme et à la vitesse à laquelle les échanges ont lieu. Aujourd'hui, quand on sait combien ils s'échangent de milliards en quelques secondes, on ne peut pas être dans un temps différent. Il part aussi de l'idée que le capitalisme le plus avancé, pas le plus arriéré à la manière de Trump, mais le plus avancé, celui qui essaye de faire quelques transitions, qui essaye de faire des Green Deal, etc., pourrait être intéressé à mettre en œuvre un revenu de base, parce qu'il ne trouvera plus les compétences et la valeur ajoutée qu'il cherche dans les pays les plus avancés, avec des jeunes travailleurs qui sont caissiers à Monoprix pour se payer de quoi vivre, mais qui doivent continuer à faire travailler, c'est ce qu'il appelle la cognitive class, etc., enfin le capitalisme cognitif. Et donc, avec cette idée-là, l'idée, c'est qu'on pourrait, si on adoptait ce modèle, générer de l'ordre de, avec une taxe de 3%, qui est en général une taxe de 10%, c'est considéré comme confiscatoire et ça crée des mouvements vers le populisme très fort. Une taxe de 3%, elle pourrait générer 1000 milliards de revenus et elle permettrait de financer
un revenu de base pour 70 millions de personnes à 1 200 € par mois, hein, en changeant largement l'assise fiscale qui aujourd'hui est basée sur l'impôt sur le revenu. Donc, c'est une idée, elle n'est pas aussi articulée, elle n'est pas aussi brillante et aussi définie dans l'articulation des différentes aides sociales, etc. Mais c'est une idée qu'on veut mettre dans le tuyau parce qu'elle doit anticiper sur une prise de position sur un nouveau système de répartition, un nouveau système de captation des revenus capitalistes qui ne soit pas basé exclusivement sur le capital. Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je voulais juste, j'interviendrai, souligner que il y a aujourd'hui un petit mouvement au niveau de l'État qui est en route. Je ne sais pas si le MFRB en a parlé. C'est le revenu à la source. Je pense qu'il faut s'y intéresser. C'est une parenthèse qui n'a rien à voir avec le financement. Mais moi, je travaille dans l'aide aux personnes âgées, les différentes ressources. Le recours à la source, qui est en train d'être essayé, d'être imaginé par le gouvernement, est une piste intéressante d'automaticité du revenu de base dont j'aimerais qu'on l'aborde à un moment ou un autre, parce que je me rends compte qu'il y a un travail souterrain qui est en train d'être mené avec le salaire social net. Vous savez, la nouvelle réforme qui a été menée, qui va déboucher sur le fait que d'ici la fin de l'année, énormément d'allocataires verront leur RSA versé automatiquement sans même avoir le demandé. Je pense que ça n'a rien à voir, mais c'est intéressant. Voilà, moi je... Merci. Donc là, on a une proposition qui est relativement originale, hein, celle de la pollinisation, c'est-à-dire de taxer toutes les transactions financières. Bon, en ce qui me... Oui, je vais présenter et après on démarrera la discussion. Donc je vais prolonger un petit peu mes propos de ce matin et rappeler quelle est ma marotte, quel est mon objectif. Il est de deux ordres. Premièrement, en finir avec toutes ces aides sociales qui stigmatisent les individus, qui les assujettissent. Et là, je vais citer un philosophe qui s'appelle Simmel, qui déjà en 1908 disait la chose suivante: les aides sociales sont le moyen de faire taire les classes laborieuses qui prennent de plein fouet le capitalisme mondialisé. Eh bien, on n'a pas bougé d'un iota sur ce constat. Premier point, donc en finir avec ces aides sociales qui fracturent la société. Deuxième point, eh bien, rétablir une sécurité sociale qui est mal en point aujourd'hui, hein, de rétablir une sécurité sociale universelle, hein, que ce soit au niveau de l'assurance maladie, que ce soit au niveau des retraites, que ce soit au niveau du chômage, pour faire en sorte de reprendre l'objectif premier de ceux qui, en 1945, ont créé la sécurité sociale. Il s'agissait de créer un système qui protège contre tous les risques, l'ensemble de la population. Hein. C'était ça l'objectif initial. On est malheureusement encore loin de l'avoir obtenu. Alors, il faut partir du constat paradoxal suivant. Tu contrôles parce que je suis un peu perdu là. Qu'aujourd'hui, le travail ne paie plus, alors que la rémunération du capital explose. Mais la solidarité par les cotisations est toujours seulement assise sur les salaires. Hein. Donc, quand dans un supermarché, on remplace une caissière par une caisse automatique, les cotisations diminuent. Hein? Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, et c'est un peu une conséquence, il existe 10 millions de pauvres qui sont sous assistance de l'État, et dans le même temps, l'ensemble du corps social, je l'ai dit ce matin, est très riche. Hein? 1600 milliards de revenus primaires et plus de 15 000 milliards de patrimoine net privé. Donc à partir de ces deux constats, on peut faire la proposition suivante. Premièrement,
répartir mieux la solidarité entre capital et travail. Les machines, les algorithmes, l'intelligence artificielle qui remplacent les salariés doivent aussi contribuer à la solidarité par la cotisation. Donc la proposition, c'est de faire en sorte que les cotisations ne soient pas seulement assises sur les salaires, mais soient assises sur l'ensemble de la valeur ajoutée. Et ça, déjà au XIXe siècle, Sismondi proposait cela. Il disait, chaque fois que la machine remplace l'ouvrier, elle doit contribuer à son existence. Deuxième proposition, c'est, je l'ai dit ce matin, c'est d'en finir avec cette redistribution verticale organisée par l'État qui assujettit les individus. Donc, on remplace cette redistribution. Je le rappelle, c'est 100 milliards d'euros, c'est-à-dire c'est l'équivalent de l'impôt sur le revenu qui est distribué sous forme d'aide sociale et qui ne réussit pas à régler le problème de la pauvreté. Donc on remplace cette redistribution par une redistribution horizontale à l'intérieur du corps social qui, par la cotisation, cotisation sur les revenus, cotisation sur le patrimoine, permet d'assurer des conditions concrètes d'existence à l'ensemble de la population. C'est relativement simple au niveau de la compréhension, je pense, à mettre en place. Il suffit de mettre en place une branche de la sécurité sociale qui s'occupe de cela, qui permet le premier du mois de distribuer à chacun et à chacune de quoi vivre décemment le mois qui vient. Et deuxièmement, à la fin du mois, on cotise en revenus et en patrimoine à ce revenu d'existence. Voilà le principe de base. Alors, on ne va pas discuter en détail sur le taux exact qu'il faut mettre, sur ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un taux progressif sur les revenus, beaucoup plus progressif que le système actuel, un taux progressif sur le capital, aussi beaucoup plus progressif que ce qu'il existe maintenant, et puis, troisième point, donc la cotisation, par exemple, des allocations familiales qui aujourd'hui est seulement sur les salaires, faire en sorte que cette cotisation pour le revenu universel soit sur l'ensemble de la valeur ajoutée. Voilà, en quelques mots, tracer un petit peu l'affaire. Je le répète, cela permettrait de renforcer le système des retraites parce que les systèmes de retraite auraient deux sources de financement. La première, par la redistribution d'une retraite de base, de l'ordre de 1 200 €. De la deuxième, par les cotisations, pour avoir une retraite par répartition, mais qui serait beaucoup plus simple à mettre en œuvre que celle qui existe à l'heure actuelle, qui est composée de différents régimes et qui est complexe à gérer. Donc ça, c'est le premier point. Donc on a des retraites qui sont beaucoup plus solides, et le système est viabilisé à long terme. Deuxièmement, on peut transférer une partie des cotisations qui ne seront plus nécessaires pour les retraites vers l'augmentation des cotisations pour l'assurance maladie et faire en sorte d'aller vers une assurance maladie à 100% et qui supprime toutes les mutuelles, toutes les mutuelles qui ont des taux. Je rappelle que par exemple sur une mutuelle, le taux de fonctionnement, le coût du fonctionnement d'une mutuelle, c'est de l'ordre de 25 à 30%. Le coût de fonctionnement de la sécurité sociale, c'est 3%. Donc, c'est bien plus rentable, entre guillemets, pour l'ensemble du corps social, d'utiliser la sécurité sociale plutôt qu'un système de mutuelle qui n'assure pas contre tous les risques en fonction des revenus, mais qui assure contre tous les risques, qui assure mal, puisque la cotisation est dépendante justement des risques. Plus vous êtes âgé, plus vous allez payer au niveau de votre mutuelle. Donc voilà, donc on a un système qui permet à la fois, par ce revenu de base, de développer une sécurité sociale universelle. Bon, donc pour terminer, je dirais que, bon, encore une fois, ce système de sécurité sociale devrait être une revendication forte et être mis en bonne place dans tous les programmes de gouvernement. Et là, je terminerai par cette citation. Il s'agit en fait de construire un État social qui mise intelligemment sur l'épanouissement du capital humain plutôt que sur l'astreinte d'un emploi non choisi. Cette citation est de Philippe Van Parijs, qui est philosophe et fondateur du Basic Income Earth Network. Voilà, donc nous verrons après, si vous voulez, dans le débat, sur plus de détails, mais voilà les principes généraux de cette proposition-là.
Donc fondé essentiellement sur la solidarité de l'ensemble du corps social. Donc il faut... oui, alors on a... Quelle heure il est 15h34. On a 40 minutes pour échanger à la fois sur les diverses propositions qui ont été indiquées et peut-être aussi sur d'autres propositions que vous avez sur le financement d'un revenu de base, revenu d'existence ou revenu universel. Alors, qui prend les questions? Bonjour, Fabrice Moliex. Au risque de paraître ringard, je suis citoyen du monde, mais je suis peut-être un peu prétentieux quand même. Enfin, au moins citoyen français avec de fortes attaches au Sénégal, entre autres. Et j'ai peut-être mal lu ou mal écouté. Vous n'évoquez pas la situation administrative des personnes qui auraient droit au revenu de base, notamment, vous le savez, au minimum par les mouvements sociaux trop peu soutenus, même si les syndicats font des progrès actuellement, de travailleuses et travailleurs dits sans papier. Sans papier, ils sont là depuis très longtemps pour la plupart. Enfin, je ne vais pas faire le détail, vous le connaissez. Et donc, on a besoin, en étant purement cynique, on a besoin d'eux, parce que sinon, un certain nombre d'emplois ne seraient pas pourvus. Ils sont exploités, pour parler pudiquement. Ils sont là. Ils vont rester, enfin, sauf, malheureusement, vu la législation, c'est de plus en plus dur pour eux. Leurs enfants grandissent ici, quand ils en ont, vont devenir citoyens français pour la plupart, mais ça, c'est pas une condition. Mais enfin, malgré tout, c'est un constat sur leur présence et surtout, encore une fois, si on était cynique, sur le fait qu'ils contribuent à notre développement économique et au paiement de notre protection sociale. Donc voilà, donc est-ce que ce revenu de base serait aussi appliqué? Ou est-ce que les citoyennes et citoyens dits sans papier auraient droit aussi à ce revenu de base? Merci. Ma question, c'est à propos de la pollinisation, là, les 3% sur les échanges financiers. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à mettre en place? Parce qu'on en parle depuis quand même très longtemps de cette taxe. Est-ce que c'est parce que si on l'imposait en France, ce serait une baisse de revenus pour les banques et pour les financiers? Est-ce que c'est possible de l'imposer dans un pays sans l'imposer à toute l'Europe ou au monde entier? Je ne sais pas. Voilà. Allez, 3. Ça complète un peu. Moi, je vous entends faire des propositions en les ciblant revenus de base. Mais il y a plein d'autres choses qui ont besoin de financement. Donc, pour moi, aujourd'hui, la réflexion, elle doit se porter sur l'ensemble de la fiscalité et pas uniquement qu'est-ce qui pourrait financer le revenu de base. De même que je vous entends donner des chiffres, et ces chiffres de revenus 1200, j'ai entendu, mais ce chiffre, il dépend aussi comment dire, des services publics qu'on aura. Je vous prends un exemple. Si on n'a pas à payer les premiers litres d'eau ou les premiers kilowatts d'électricité ou nos transports, ça n'est pas forcément la même somme. Donc ça me gêne un peu qu'on ait toujours des chiffres trop ciblés et voilà. Donc c'est tout ce que je dis. Il faut que ça soit dans une réflexion générale sur les services publics, qu'est-ce qu'on attend des services publics et la fiscalité d'une façon générale. Pas forcément ciblé, je sais pas moi, on a besoin d'améliorer la santé, on a nos transports, plein de choses. Donc on a besoin de cibler un certain nombre de choses dont vous avez parlé vers ça aussi. Donc c'est de généraliser. Alors après, c'est dangereux de généraliser. Et bon, voilà. Je voudrais qu'il y ait une réflexion très globale sur les services publics et sur la fiscalité. Vous avez tout à fait raison. La gratuité de service, c'est une forme de revenu de base.
Si chacun a droit, par exemple, à 10 mètres cubes d'eau, je dis n'importe quoi, hein, gratuitement, financé par une augmentation des tarifs globaux des mètres cubes qu'on surconsomme, pourquoi pas? Si on a droit, je sais pas, à X kilowattheures d'électricité, pourquoi pas, hein? C'est une forme de revenu de base, c'est clair, hein. Mais ça va s'intégrer dans un débat beaucoup plus large sur l'utilisation des ressources, hein, et les moyens de les contrôler, ces ressources. En ce qui concerne sur les résidents, bon, on rappelle, c'est un revenu universel. Hein, c'est-à-dire que tout résident du territoire français a droit à ce revenu universel, à condition évidemment qu'on connaisse son existence. Hein. Pourquoi? Parce que, philosophiquement, toute personne qui est sur le territoire français est une richesse. Il est une richesse parce qu'il va consommer, il est une richesse parce qu'il va produire, etc., etc. Donc, il n'y a pas à discuter là-dessus. Moi, la première question qui est la plus directe, mais aussi la plus difficile, c'est est-ce qu'on peut mettre en œuvre ça au niveau français? Je pense pas. Je pense qu'il faut avoir une vision au minimum européenne. D'ailleurs, c'est ce qui se joue dans de nombreux domaines, dont je vais parler par rapport à la deuxième question, qui est comment penser globalement la fiscalité et pas cibler comme ça, par tranche, les choses. Effectivement, c'est en réfléchissant à où est produite la richesse nationale aujourd'hui et internationale que l'on pourra trouver les différents endroits. On parle beaucoup du revenu du travail ou du public. Mais aujourd'hui, Guy l'a souligné dans son intervention, il a rappelé qu'il y a 14 000 milliards de patrimoine des ménages en France. 14 000 milliards, 5 fois plus que le PIB. Et quand on regarde comment l'Europe essaye de financer, parce qu'il y a 3 secteurs qui aujourd'hui attirent l'attention pour des financements considérables. Le premier, c'est l'écologie, la dette écologique et l'investissement écologique qui est largement supérieur à l'investissement que représente un revenu de base, mais qui est disproportionné. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait, avec les études du GIEC, que l'adaptation, pas seulement la lutte pour éviter l'augmentation de la température, est 6 fois supérieure à ce que les études du GIEC laissent apparaître. Les dernières études faites par des experts du GIEC donnent des chiffres plus proches de la réalité, et c'est des dépenses, c'est des murs de dépenses qui se présentent devant nous. Le deuxième, c'est tout d'un coup la découverte qu'il faut s'armer et qu'il faut développer des industries d'armement. Et là, on se rend compte, par exemple, que l'Europe, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé des flux qui ne sont pas ceux du PIB. C'est la taxation sur le patrimoine des ménages. Elle pense que ça va lui rapporter beaucoup plus que de taxer simplement les services publics, le PIB, les revenus, etc. Donc, on est vraiment dans cette réflexion qu'essaye de mener Yann Moulier-Boutang sur où naît la richesse et comment la capter. Et je pense que c'est un mouvement d'ensemble auquel il faut réfléchir, à la fois les transactions financières, le patrimoine, évidemment, toute l'intelligence et la rationalité de l'articulation des recettes fiscales traditionnelles, peut-être d'autres choses qu'on n'a pas encore imaginées, et surtout le faire au niveau européen, ça n'aurait pas de sens. Mais il y a un préalable absolu sur lequel il faudrait qu'on commence à mener une bataille collective, c'est de se désaliéner de la notion de dette. On s'en fout de la dette. On a une dette non remboursable. Même des mecs comme Alain Minc aujourd'hui disent on remboursera sur 99 ans. Et ça, les Allemands ont commencé à le faire à leur manière, alors qu'ils ont un gouvernement moitié conservateur, moitié libéral. 500 milliards. Ils ne savent pas d'où ils vont les sortir, ils s'en foutent, ils se bagarrent pour les sortir. Je pense que ça devrait nous unir, écologistes, revenu universel, protection sociale, etc.
se désaliéner de la dette et arrêter ce discours sur l'équilibre des comptes? Merci. Voilà, moi je réponds juste aux 3 questions. Oui, c'est vrai que les étrangers qui habitent ici, ils ont exactement les mêmes droits que les résidents français avec carte d'identité française. Et le plus simple, c'est à chaque fois qu'on a accès à la carte vitale. La carte vitale sert de carte pour obtenir le revenu de base. Ça donne tous les droits sociaux doivent être liés à la carte vitale. Premier point. Ah oui, mais c'est vrai, mais bon, le problème, c'est qu'un touriste passe une semaine à Paris pour voir la Tour Eiffel, on ne va pas lui donner non plus le revenu de base. Voilà, voilà, mais absolument. Non, mais c'est vrai qu'il faut généraliser. Le problème des sans-papiers, c'est qu'on ne leur a pas donné de papier. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Le problème de la pollinisation, effectivement, ça me paraît difficile au niveau d'un État. C'est quelque chose qui doit être non seulement fait au niveau européen, mais peut-être même mondial, parce qu'on sait que les transactions, elles peuvent très bien même éviter l'Europe. C'est ça le problème. Et des taux de l'ordre de 3% sur chaque transaction me paraissent très, très compliqués à mettre en œuvre. Ça veut dire que 3-4 transactions et on ne gagne plus rien. Donc la transaction n'existe plus. Elle n'a plus d'intérêt à exister. Et enfin, pour la fiscalité, c'est vrai que le problème de la fiscalité, c'est un problème important. Et aujourd'hui, même les économistes, certains économistes libéraux se disent il faut taxer le capital. On est en train de se rendre compte, et ça se discute beaucoup, et effectivement, c'est la taxation du capital qui est une taxation pérenne, et en plus, c'est une taxation populaire. Et c'est important, si on veut qu'un jour le revenu de base arrive dans nos sociétés, c'est que chacun se croit et se pense et s'estime gagnant à ce revenu de base. Le capital, c'est aujourd'hui tenu par quelques dizaines, quelques milliers de personnes, pas plus. C'est-à-dire que l'ensemble de la population a intérêt à la création d'un revenu de base, intérêt à la création des revenus universels. Et si cette idée arrive à pénétrer la population, le problème ne se posera plus dans une démocratie. Si nous restons dans une démocratie et on n'est pas sur la voie effectivement du maintien de la démocratie aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. D'autres questions? Oui, c'est par rapport à ce qu'a dit Frédéric Bain dans la foulée de ce qu'il a dit. Moi, je pense qu'on a un travail à faire ensemble sur les blocages idéologiques dans le vocabulaire. Bon, par exemple, quand tu dis, ce qui a été dit par madame, que la gratuité sur un certain nombre de services, c'est du revenu de base, très bien. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut parler de pouvoir de vivre au lieu de parler de pouvoir d'achat. Parce que, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais ça paraît évident. Sur la dette, c'est pareil. Berrousse permet de dire que la dette des ménages, la dette budgétaire et la dette écologique, c'est la même chose. Alors que, bon, ça n'a strictement rien à voir. Donc, dernier élément, je pense qu'on ne peut pas parler de revenu d'existence si en même temps on ne parle pas de réduction du temps de travail, d'économie sociale et solidaire et de pluriactivité choisie. Tout ça, ça va ensemble, y compris fiscalement et en termes de financement. Donc, il faut qu'on arrive à articuler tout ça. Donc, moi, je suis à l'archipel des confluences avec Patrick Vivray et quelques autres. On vient de lancer un travail justement sur ce qu'on appelle les points aveugles, c'est-à-dire le décryptage d'un certain nombre de vocabulaires qui nous paralysent dans l'action. Oui, moi, je voulais juste aborder le problème des implications d'un revenu universel sur l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'on a un revenu de base, on n'a plus besoin de CDD merdiques ou de vacations courtes, etc., etc. Donc ça bouleverse complètement le marché du travail et tant qu'à faire, aller au-delà. Je ne veux pas replacer le salaire universel, le salaire par la qualification de Bernard Friot, parce qu'il y a un impensé chez lui aussi complet à ce niveau-là. Quel bouleversement il faut dans notre manière de travailler, dans notre manière de produire, dans notre manière de consommer, et on sait que ça aura des implications. Est-ce que vous avez un semblant de réponse sur la question? Une troisième, et après...
Oui, bonjour à tous. Donc moi j'ai une question sur le revenu, donc cette notion de revenu universel de base. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut s'appuyer, en tout cas partir du texte qui vient d'être adopté au niveau européen il y a quelques mois, très récent, sur le revenu, ce qu'on appelle le salaire minimum européen. Alors certes, c'est pas la même notion, j'entends bien que c'est plutôt proche d'une notion de SMIC européen, mais il n'empêche que c'est quand même une première de l'Europe sociale, et donc ça pourrait servir, à mon sens, peut-être, pour des mouvements comme le vôtre, d'appui, en tout cas pour essayer d'attirer l'Europe vers ce type de notion, l'ensemble de l'Assemblée. Ok. Sur l'histoire de la réduction du temps de travail, je vais citer quelqu'un qui est contre le revenu de base. Il s'appelle Jean-Marie Haribé. Il dit la chose suivante: le travail est vital pour deux raisons. Il est vital pour assurer les conditions concrètes d'existence et il est vital pour pouvoir se produire dans un environnement socio-culturel. Eh bien, nous disons, nous, qu'avec le revenu de base, nous socialisons la première partie pour pouvoir mieux s'exprimer, pour pouvoir mieux s'épanouir dans un travail choisi. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, avec un revenu de base, on peut aller vers la civilisation du temps libéré, chère à André Gorz. C'est-à-dire, on l'a vu avec la proposition de Patrick, on va pouvoir aller vers la semaine de 28 heures, de 4 jours, sans aucun problème avec ce système-là, si le revenu de base est d'un montant suffisant. Et aller à la semaine de 28 heures, de 4 jours, c'est un partage du temps de travail, c'est une réduction drastique du chômage, et donc les bénéfices pour la société seront démultipliés. Donc voilà ce que je réponds un petit peu par rapport à cette question. Sur l'histoire, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre sur les autres points. Sur l'histoire du salaire socialisé au niveau européen, là, je crois que, bon, certes, c'est une marche, mais c'est un petit peu comme le SMIC en France. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de salaire de SMIC au niveau européen. Donc voilà, ça c'est encore une lutte sociale à engager, mais qui est un petit peu différente de celle du revenu de base, parce qu'encore une fois, le revenu de base, il est complètement déconnecté du travail. Alors que le salaire, le SMIC, salaire européen, il est en rapport avec un travail fourni. On peut rajouter quand même quelques informations au niveau européen. C'est que quand il y a des sondages, la France est un des pays où le revenu de base est le moins revendiqué. Le revenu de base est plus populaire en Allemagne, en Espagne, en Italie qu'en France. Et donc peut-être aussi il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Deuxièmement, à propos du salaire, effectivement, à partir du moment où les gens ont un revenu de base, c'est d'une certaine façon, entre guillemets, une caisse de grève. On a la possibilité de pouvoir vivre indépendamment de son salaire. Et par conséquent, on peut négocier avec un rapport de force bien différent avec son employeur. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer le SMIC, ça ne veut pas dire toutes ces choses-là. Ça veut simplement dire que chaque travailleur a, vis-à-vis de son employeur, une position bien plus forte que ce qu'elle a aujourd'hui. Et pour revenir sur la consommation qui doit être gratuite, etc., il est évident qu'il faut augmenter la gratuité pour toutes sortes de choses. Mais il ne faut pas tomber dans le piège du fait de dire, par exemple, les 10 premiers mètres cubes d'eau sont gratuits et puis ensuite, ça implique des compteurs partout, ça implique ce qui s'était passé en Union soviétique dans les années 1920-1930. Le prix du pain avait été bloqué. Et donc le pain, c'était 1 rouble, quoi qu'il arrive. Et au bout de quelques années, on donnait du pain aux cochons parce que c'était moins cher que de donner la nourriture, les trucs. Donc il faut faire très attention à toutes ces gratuités qui peuvent être un peu, quelquefois, contre-productives. Voilà, et tout. Moi, je voulais compléter sur la réduction du temps d'emploi. Là, donc moi, vous avez compris, je milite pour qu'on réduise vraiment beaucoup, parce que déjà, je pense, si on veut faire de la simplification administrative, etc., il y a effectivement cette question-là qui va se poser, des emplois qui vont disparaître, etc. Et puis tout ce qu'on dit sur les techniques, etc. Mais pour moi aussi, il y a l'aspect qu'il faut renoncer à un certain nombre d'emplois qui
qui nous servent à rien ou qui nous sont nuisibles. Et tant qu'on n'aura pas une solution à proposer alternative en termes de revenus pour les gens, on sera bloqué. Enfin, on est bloqué d'ailleurs hein, dans cette situation-là. Et moi je voudrais, mais sauf que si on réfléchit en disant on va réduire le temps de travail, ok, on va peut-être passer à la semaine des 4 jours, et puis peut-être un jour à la semaine des 3 jours et à la semaine des 2 jours, à un moment il faudra se poser la question, quand on sera à la semaine des 0 jours, il faudra bien qu'il y ait un revenu pour les gens, enfin sauf si on est revenu dans une économie de troc et d'autosuffisance complète, hein, ce qui peut arriver aussi. Mais là, donc c'est pour ça que moi je voyais bien additionner les deux. Enfin voilà, au fur et à mesure que le temps de travail, le temps d'emploi risque de baisser, le montant du revenu de base devrait augmenter. Ce qui pose la question de trouver effectivement des recettes complètement indépendantes de la cotisation sur le travail. Et donc toutes les propositions qui sont faites là montrent un éventail de ce qui est possible de faire. Et probablement que la solution, c'est de faire une combinaison un peu tout ça, intelligente, pour avoir, comme tu disais, une vision globale et puis surtout financer tout ce qu'il y a à financer partout au-delà du revenu de base, quoi. Mais pour montrer que c'est possible. Quand même sur des... Alors je vais comme juste dire sur la TVA, donc nous on avait aussi envisagé, enfin on était tout à fait d'accord pour mettre la TVA sociale, j'ai aucun problème avec ça, si ce n'est que quand même on cherche des ressources pérennes et y compris sur des... Donc du coup, les ressources pérennes, c'est difficile sur des choses dont on veut faire disparaître. Alors on peut avoir 2 exemples. Hein. On aimerait quand même que la surconsommation s'arrête. On est d'accord avec ça, je pense. Hein. On est d'accord avec ça. Donc si la surconsommation s'arrête, potentiellement la TVA va baisser un petit peu. Et on peut avoir le même problème avec les transactions financières. Alors, ta question des transactions financières, tu as dit tout le monde, on en parle depuis longtemps, ça ne se met pas en place, je crois que c'est un peu différent. Il y a la taxe sur les transactions financières qu'on entend depuis longtemps, etc. Et puis je crois que la taxe pollen, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire la taxe pollen, si j'ai bien compris, c'est y compris chaque fois que vous payez avec votre carte bleue, etc. Il y a un petit truc qui est prélevé à chaque fois, quoi. Donc c'est un peu différent. C'est vraiment la taxe pollen, c'est sur toutes les échanges financiers, quoi. Toutes les échanges financiers. Et du coup, c'est un peu pareil. Alors sur les échanges financiers, globalement, il y en a qui vont rester hein, quand tu as besoin d'acheter ton pain ou quand tu as besoin de ça. Mais pareil, les vraies transactions financières, il faut se poser la question, celles qui ne servent à rien, enfin entre autres juste à faire de la spéculation ou des choses comme ça, est-ce qu'on veut que ça disparaisse complètement? Et dans ce cas-là, il faut les faire disparaître. Et le risque, si on compte dessus pour financer, à un moment, tu vois, on est embêté, quoi. On peut plus militer pour dire il faut arrêter de faire ces transactions financières parce que finalement, elles commencent à rapporter de l'argent. Et là, c'est un peu problématique, quoi. C'est pour ça que voilà, il va falloir trouver une combinaison de tout ça. Et dernier point, il ne faut pas vouloir. Je reviens sur les résidents en France ou pas les résidents en France. Alors je l'ai pas dit, mais nous dans la commission de Nouvelle Donne, à un moment on avait fait un débat sur comment on allait appeler notre revenu de base. Et finalement, le choix a été fait de l'appeler revenu citoyen. Un revenu citoyen, donc ça fait référence à la citoyenneté, donc effectivement le fait d'être là, intégré dans une société, etc. Donc ça pose effectivement la question de à partir de quand on détermine la citoyenneté et comment on détermine la citoyenneté. Mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas non plus vouloir prendre le revenu de base et dire il va résoudre tous les problèmes. Hein, le revenu de base est un outil parmi d'autres et il faut continuer à faire plein d'autres choses à côté. C'est-à-dire il faut continuer à réfléchir justement comment on intègre les étrangers, à partir de quel moment on leur donne la citoyenneté, etc. Enfin voilà, tout ça. Hein, le revenu de base peut pas, c'est pas lui un outil magique qui va résoudre d'un seul coup tous les problèmes de notre société, quoi. Pour prolonger un petit peu la discussion sur l'emploi, etc., moi je pense qu'il faut aussi introduire un concept, on veut le revenu de base pour une société de bien-être, pas seulement pour chasser la pauvreté ou pour lutter contre l'aliénation du travail. Et il faut introduire le concept du care, c'est-à-dire du soin des autres. Aujourd'hui, on constate qu'il y a 11 millions de personnes qui passent 3 heures par jour à aider un proche. On appelle ça les aidants. Quand ils aident, vous êtes aidante, ils sacrifient leur carrière professionnelle, ils passent un temps fou, ils sacrifient leur santé, etc., etc. On se rend compte aussi qu'on rentre dans une société que mon ami Serge Guérin appelle la société de la longévité.
il n'aime pas le terme vieillissement, la longévité. Tout ça, ce sont des éléments qui sont à mettre au crédit de ce que va générer peut-être, on l'a vu avec la démonstration de Valérie et des différentes expériences micro-locales, etc., va peut-être générer une société où un revenu de base va permettre de faire face partiellement. Je suis d'accord, ce n'est pas la solution à tout, mais c'est la solution à beaucoup de choses qui détruisent la vie, qui occupent la vie, et ça peut nous permettre de remplacer l'emploi par des disponibilités, on appelle ça la société du care, le care, prendre soin des autres, qui sont autant d'économie sociale et d'économie de santé et d'économie de bien-être que la société n'aura pas à dépenser et qui mettront en marche de la solidarité. Je me rapproche. Oui, ma question, elle est sur la taxation. Donc, on a vu qu'on pouvait taxer le capital, qu'on peut taxer les transactions financières, et il y a le travail. Donc, c'est sur la taxation du travail. Le travail, il est fourni par les humains et les machines. On assiste depuis le 19e siècle à une mécanisation du travail. L'intelligence artificielle, c'est une nouvelle forme de mécanisation, mais au fond, ce n'est pas des algorithmes, ce sont des machines qui travaillent. Et donc, est-ce qu'on sait... Donc, c'est une bonne idée de taxer la production de richesse par les machines. Est-ce qu'on sait... et moi, je suis nul en finance. Dans le cadre du chiffre d'affaires d'une entreprise, répartir ce qui revient du travail humain et du travail des machines. Est-ce que quelque part dans le bilan, on sait faire la différence entre le capital immobilisé ou Dieu sait quoi, ce genre de truc? Ah bien, la manière la plus simple, c'est de savoir quelle est la part des salaires, de la masse salariale dans la valeur ajoutée. Hein. Et c'est vrai que des entreprises qui sont des... Comment? La valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires. Non, pas tout à fait. C'est un peu plus compliqué. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si vous taxez l'ensemble de la valeur ajoutée, c'est-à-dire à la fois la rémunération du capital et la rémunération des salaires, du travail, eh bien, vous favorisez, par exemple, les entreprises de services qui emploient beaucoup de monde par rapport à une entreprise comme Google ou je ne sais quoi, qui sont très capitalistiques. Hein. Donc voilà. Donc l'idée, c'est en fait de créer une espèce de solidarité entre les entreprises qui sont très capitalistiques, hein, c'est-à-dire que beaucoup de machines, peu de salariés, et des entreprises qui sont des entreprises de services, hein, qui rendent de très grands services justement à la société et qui aujourd'hui ont des difficultés, sont un petit peu à la peine. Hein. Voilà, non, je vais rajouter quelque chose là-dessus, parce qu'il ne faut pas croire qu'on va arriver à une société qui va laisser tomber les progrès techniques. Quand je parle d'impôt sur le capital, je parle d'impôt sur le capital des personnes physiques, c'est-à-dire l'impôt qui est pris sur une sorte de vol des personnes qui se servent des moyens de production pour s'enrichir. Et à partir de ce moment-là, on va maintenir les entreprises à le niveau où elles sont, et elles peuvent très très bien continuer à investir, etc., mais elles ne pourront pas distribuer comme elles le veulent le capital. Aujourd'hui, il y a une sorte de prélèvement qui est fait par un certain nombre de personnes, mais on ne va pas parler de Bernard Arnault, etc. Même à un petit niveau, ça peut se faire. Ce capital-là doit être taxé comme on taxe. On estime que c'est tout à fait logique de taxer le revenu à partir du moment où on a un impôt progressif sur le revenu. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut aller jusqu'à 50% pour les hauts revenus. Je pense, quand je parle de hauts revenus, c'est des revenus de l'ordre de 200 000 euros par an. À partir de là, on estime que si 50% est repris par la collectivité, ça me paraît tout à fait normal. Et si certains trouvent que c'est exagéré, ça doit être discuté démocratiquement. Mais je pense que sur le revenu, il y a eu beaucoup de complications au départ, après la guerre de 14, quand on a voulu introduire l'impôt sur le revenu. Des gens ont hurlé en disant « mais c'est scandaleux ». Et à l'époque, il était proposé un impôt sur le revenu de l'ordre de 1%. Aujourd'hui, on est arrivé à des... Je crois que la dernière tranche est à 41 ou 45, je ne sais plus. J'y suis pas, donc je ne sais pas exactement à quoi correspond cette dernière tranche. Mais même si on atteignait la tranche de 50%,
qui toucherait les footballeurs et les grands industriels, on est loin de quelque chose qui est confiscatoire. Par contre, l'impôt sur le capital, qui n'existe pas aujourd'hui, est l'impôt le plus populaire, mais c'est un impôt sur le capital de l'argent personnel, des personnes physiques, et pas du tout un impôt sur le capital des entreprises qui doivent pouvoir se développer, qui doivent pouvoir développer l'intelligence artificielle, la modernisation, l'automatisation, etc. Un dernier tour de questions, si... Oui. Oui, je reviens sur ma question initiale, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas trop répondu. Je ne parlais pas de réduction du temps de travail, je ne parlais pas de réorganisation du travail du point de vue du salarié, mais du point de vue de l'employeur. Hein, contrairement à ce qui a pu paraître ce matin, je suis un pragmatique et j'ai envie que ça arrive, tout ça. Hein. Mais il y a des rapports de force. Et quels vont être comment dire, les moteurs dont on va pouvoir disposer pour... aller quand même contraindre des employeurs à ne plus proposer de CDD payés à la banque 2, les contrats avec les auto-entrepreneurs, etc., etc. C'est-à-dire que ça amène un bouleversement du point de vue de l'employeur et du point de vue de la production elle-même, ça amène un bouleversement parce que le marché du travail est bouleversé. On aura effectivement une caisse de grève. Hein. Donc, ce n'est pas simplement le rapport de force qui change, c'est l'ensemble de l'organisation du travail qui, forcément, du point de vue de l'employeur, va être bouleversé. Autre question ? Non, c'est plus une réflexion qu'une question. C'est par rapport à la question du bénévolat. Ça vaudrait le coup effectivement de valoriser le bénévolat. Donc je pense derrière ça, d'une part, il y a la question des monnaies locales, mais par exemple, il y a la question des accorderies, où le temps devient un capital et comptabilisé en tant que tel et permet des tas de choses, quoi. Sortir d'une simple logique monétaire officielle. Attendez encore un peu. Vous aurez une table ronde centrée au sujet du travail. Dernière question. Oui, c'était aussi la même remarque que le monsieur précédemment. J'attire votre attention effectivement aussi sur les aspects très importants, potentiellement en tant que spécialiste du travail, de l'impact que pourrait avoir la création d'un revenu de base sur l'organisation du travail, et donc il faut avoir une réflexion importante sur ce sujet-là pour anticiper les éventuelles critiques, ou constructives ou négatives d'ailleurs, de la part des employeurs, mais pas que eux, parce que certains pourraient être favorables à ça après tout, pourquoi pas, et donc bien anticiper les problématiques que ça peut poser, donc que du coup les CDD, comme l'évoquait l'intervenant précédent, surtout les auto-entrepreneurs, prétendument auto-entrepreneurs, tous ces métiers-là donc, ne seront plus nécessaires pour les travailleurs, n'auront plus besoin de recourir à ce type de travaux puisqu'ils seront payés à peu près l'équivalent sans rien faire. Donc ils seront incités à faire autre chose, donc à se former en vue de trouver de meilleurs travaux, de meilleurs métiers. Et donc, du coup, néanmoins, ça correspond quand même à des franges importantes, actuellement en tout cas, de réels besoins de flexibilité de la part des entreprises, de certaines entreprises en tout cas. Donc ça oblige, pour moi c'est positif, hein, je trouve d'ailleurs, ça les obligera à réinternaliser, en fait, de la main-d'œuvre, quitte à adopter d'autres modes de flexibilité plus axés sur le temps, par exemple, comme ça existe d'ailleurs, hein, donc ils l'utilisent très peu, mais ça existe pourtant, temps partiel annualisé, enfin toutes sortes de modalités pratiques qui existent, mais ils préfèrent quand même l'externalisation, on voit bien pourquoi. Et donc du coup, je pense que vraiment c'est important d'avoir une véritable réflexion importante sur ces sujets-là pour les anticiper, si on arrive à aller vers cette réforme. Oui, tu veux intervenir, Patrick ? Oui, sur la réduction du temps de travail qui était un peu au cœur de notre réflexion quand même, et sur du coup les effets globaux sur le travail, je dirais un peu. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais nous, on avait tout calculé pour que la réduction du temps de travail pour l'employeur soit neutre au moins financièrement. C'est-à-dire que
tu vois, on n'a pas fait comme les 35 heures. On avait fait 35 heures payé 39. Nous, on avait dit c'est 32 payé 32. C'est-à-dire pour que l'employeur se soit réduit. Et après, c'est le revenu de base qui permet d'ajuster. Donc ça nous semblait à même de déjà lever un des freins qu'on avait avec les employeurs qui disaient on ne peut pas encore enchérir le coût du travail, etc. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, c'était un peu la carotte. Après, il y avait quand même effectivement dans la bascule sur les types de contrats qu'on va faire, etc. Effectivement, l'idée qu'on défend à peu près tous, et on est à peu près convaincus de ça, c'est que si le revenu de base se met en place, les salariés deviennent un peu en pouvoir de négociation plus forte avec l'employeur. Donc il faut... pour les employeurs, il va falloir négocier, quoi. Il va falloir négocier un peu plus. Qui va faire des travaux pas très valorisants, va peut-être falloir payer les gens plus. Ça va probablement inverser complètement l'échelle de valeur des salaires. C'est-à-dire que les boulots les plus pénibles, on va avoir du mal à trouver des gens qui vont vouloir les faire. Il va falloir soit payer plus cher les gens qui vont les faire, soit les mutualiser complètement au sein de la société. Et du coup, je vais rebondir sur le pouvoir de vivre, etc. et le bénévolat. Quand on a du temps libre, aujourd'hui il y a une crise du bénévolat, ça on le sait, et c'est pas nouveau alors qu'il y a des besoins, il y a largement des besoins, parce que les gens sont un peu débordés par leurs problèmes personnels, etc. Et malgré tout, on n'a pas trop de temps libre, etc. On est tous à la course, etc. Et effectivement, si on libère des journées de temps d'emploi réduit, ça permet d'avoir un peu plus de temps libre. Alors le temps libre, on en fait ce qu'on veut, on est d'accord. Et ça, c'est surtout, ça peut être un piège dans le revenu de base. Des fois, on l'entend. Oui, mais on va payer les gens à ne rien faire entre guillemets. Et du coup, si on leur donne de l'argent, on pourrait être tenté de se poser la question de qu'est-ce qu'ils vont faire du temps qu'on va leur libérer. Alors je pense qu'on est tous d'accord autour de la table ici que ça ne nous regarde pas. Enfin, on laisse les gens bien libres de faire ce qu'ils veulent. On est bien libres de faire ce qu'ils veulent. Mais dans ce que les gens peuvent faire, il y a peut-être, par exemple, je sais pas, faire du bricolage, cuisiner soi-même plutôt que d'acheter des trucs tout prêts au supermarché, etc. Et ça rejoint la notion de temps libre, de pouvoir de vivre. Tu vois, le pouvoir de vivre, tu l'as parce que on peut démarchandiser un certain nombre de choses, quoi, que les gens vont se réapproprier, le faire plutôt que d'acheter bêtement des choses. Voilà, ça illustre un peu les équilibres globaux qui peuvent évoluer dans la société une fois qu'on met cet outil-là en place, quoi. Merci beaucoup pour vos interventions, pour les interventions aussi de mes amis. Simplement, une dernière petite chose. Je crois que essentiellement aussi un revenu de base va permettre d'aller vers une économie plus qualitative. On n'a pas parlé de l'environnement. Il y a c'est demain je pense, une table ronde sur l'écologie. Je pense qu'il est important de comprendre qu'avec un revenu de base, tant dans son rôle de consommateur comme dans son rôle de producteur, on va pouvoir faire des choix beaucoup plus qualitatifs. Parce qu'on aura les moyens de vivre. Il n'y aura pas toujours ce chantage à l'emploi, ce chantage à la rentabilité pour pouvoir faire des choix judicieux. Voilà. Bon, merci beaucoup. Et puis, à la prochaine table ronde.